L'exposition Ouvrir l'album du monde revient sur les débuts de la photographie en s'intéressant en particulier à ce qui se passe en dehors de l'Europe. Puisque dès l'annonce officielle de la photographie en 1839, dans les semaines qui suivent, les appareils photographiques sont embarqués sur les bateaux en partance depuis l'Europe pour aller photographier et ramener des images des quatre coins du globe. Assez rapidement, quand on commence à travailler sur ce sujet, qui est quand même large, à savoir qu'est-ce qui se passe dans les premières années, les premiers mois, les premières semaines, même des inventions de la photographie, on réalise qu'on a complètement perdu la notion qu'il y a eu avant un monde sans photographie. Et donc l'idée, c'était de faire le constat qu'on ne connaissait pas grand-chose. Cette exposition de photographie ancienne commence par une œuvre qui est une œuvre contemporaine et une œuvre textile qui reproduit la première photographie faite sur le continent africain. Et cette photographie, on la connaît par une gravure, mais le daguerreotype d'origine qui avait été fait par Goupil Fesquet a disparu. Cette image représente l'extérieur du harem du Pacha Mehmet Ali. C'est une œuvre vraiment très significative, assez importante, qui, je pense, parle bien aux visiteurs d'emblée sur le déplacement de qu'est-ce que c'est que la photographie et de la photographie reproduite, notamment. Alors ici, on a les premiers exemples, en fait, les premières photographies qui ont été réalisées sur la côte de l'Est de l'Afrique, donc entre Mogadiscio, Mombasa, Zanzibar. Et donc on a ces premiers portraits qui sont assez fascinants en tant que daguerreotype, parce que c'est une technique assez difficile à faire, ça demande quand même une certaine maîtrise, un certain matériel, et c'est pour ça que ces images-là, elles sont plus ou moins visibles, et on les a sélectionnées aussi pour ça, pour montrer cette fragilité de l'apparition de l'image. On la voit, on la distingue, mais ça reste toujours des images miroirs dans lesquelles on se voit au début, ces images qu'on perçoit par réflexion. Donc le daguerreotype, c'est une des toutes premières techniques de photographie qui ont été mises au point dans les années 1830. Et en tout cas, c'est la première technique qui a été divulguée de façon extrêmement large dans le monde. Et donc dans cette partie-là, on va présenter plusieurs exemples de photographies en rapport avec cette question de la représentation de l'étranger. Donc ça va être vraiment des éléments très nouveaux qui vont être apportés parce que ces photographies sont peu connues. Mais on va aussi avoir des productions locales avec notamment la production de plusieurs daguerreotypistes colombiens, mexicains et pas seulement par des Européens. On a aussi dans cette partie-là des images assez exceptionnelles, sont toutes exceptionnelles, mais il y en a une en particulier qui présente aussi un paysage. On a cette image prise vraiment en hauteur, donc on nous dit 16 000 pieds, donc c'est vraiment une hauteur très haute dans les Andes, et où on a ce profil de montagne, dont je ne désespère pas qu'un jour on va arriver à identifier le lieu précis. On a un mur entier qui est dédié à un seul photographe qui s'appelle Jacques-Philippe Poteau, qui était plutôt un employé du Muséum d'histoire naturelle. Donc lui, il travaillait au Jardin des plantes. Il va utiliser la photographie et il va faire différentes choses, mais surtout, il va faire des portraits de personnalités ou de personnes étrangères qui sont à Paris. Donc on sait qu'il installe un atelier photographique dans le site du Jardin des plantes. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment il se débrouille pour convaincre des visiteurs étrangers, comme un des membres de l'ambassade du Japon en 1864 ou bien l'émir Abdelkader, de poser pour lui.
parce que lui, ce qu'il fait à ce moment-là, il fait vraiment de la photographie pour l'anthropométrie. C'est pour ça qu'on trouve ces photographies qui sont prises de face, de profil et aussi de 3/4 pour certaines personnes. Et du coup, on s'est dit que c'était intéressant de montrer cette galerie-là pour montrer cette ambivalence de la photographie, là aussi dès le début, et là aussi dans le cadre d'un projet très scientifique et très racialisant, comme pour les daguerreotypes de certains de la première salle. On peut néanmoins les regarder, sans doute dès le début, mais en tout cas toujours aujourd'hui, comme des portraits qui échappent à cette catégorisation et à cette stéréotypisation des gens. Les studios photographiques vont s'implanter dans le monde entier dès les années 1860, dans les grandes villes portuaires. Elles vont s'adapter en fait à une clientèle très diversifiée. On va recréer des mondes imaginaires, des géographies artificielles avec des accessoires, des décors, des fonds peints qui vont accentuer un certain exotisme pour satisfaire une clientèle européenne, voyageur. Le décor du studio va devenir aussi rapidement le lieu où une clientèle locale va souhaiter se représenter et fabriquer une image de soi et de ses proches. Donc nous avons ici les premières photographies réalisées à Madagascar par le missionnaire britannique William Ellis, qui sont des images assez fascinantes. Donc, ce qui est intéressant chez William Ellis, c'est qu'on conserve le récit de son voyage, qui raconte que quand il sortait son appareil photographique, il avait tout de suite la population qui lui posait des questions sur la photographie. Et donc, il raconte aussi qu'il a réalisé des portraits de certaines personnalités pour engager des conversations, s'attirer des faveurs, se rapprocher aussi de la cour, de l'élite. On sort du studio pour là aller vraiment s'intéresser à des pratiques des premiers photographes. Sur le terrain, on trouve des archéologues, des marins, des missionnaires, des artistes. Donc on a ici un ensemble inédit de photographies de Tamoto Kenzo, qui est un photographe japonais. C'est un ensemble qui est vraiment important parce qu'il présente le premier reportage photographique fait dans un village aïnou. Donc les populations sont photographiées dans leur environnement. On voit les maisons aïnou sur pilotis. Il a documenté aussi les pratiques rituelles des aïnous qui étaient donc animistes. Donc on voit ici un autel rituel avec des crânes d'ours. Ce sont par ailleurs des très très beaux tirages qui ont été magnifiquement conservés et que le musée a pu acquérir en 2022. Il va y avoir un mécénat très important de la photographie dans les cours royales et princières, particulièrement en Iran, en Thaïlande, en Inde et à Java. En Iran, le Shah, Nasser al-Din Shah, va vraiment s'emparer de la photographie en nommant des photographes à la cour. Dans certaines régions, la photographie va se mêler à des traditions visuelles locales. Ici, on a une vitrine consacrée à des photographies du Japon. On a différents types d'objets qui montrent comment cette photographie est collectionnée, pratiquée, adaptée à différents usages. Elle est conservée, collectée dans ces albums qui sont à l'origine destinés à recevoir des estampes et des calligraphies qui sont décorées, ornementées. On a des tirages rehaussés de couleurs. Ici, on a un objet au centre qui est un ambrotype. Donc, c'est une photographie sur verre uniquement pour une clientèle japonaise. Et on voit ici des inscriptions qui nous renseignent sur le modèle. Et donc, on sait qu'il s'agit d'un homme âgé qui a été photographié à 77 ans à Kyoto. Ces objets allaient souvent rejoindre les hôtels bouddhiques dans les familles japonaises. Donc, on voit aussi là cette fonction mémorielle de la photographie.
On a cette image qui est assez fascinante parce qu'elle montre une scène liée à des funérailles avec ce groupe de personnes qui posent vraiment face à l'appareil avec des regards très très droits. Et puis quand on regarde attentivement l'image avec cette grande inscription Long John, on voit aussi qu'il y a un personnage qui est assis ici qui est en fait décédé. Donc il s'agit vraiment d'une photographie post-mortem et son fils lui tient la mâchoire et c'est une manière de signifier qu'il est vraiment bien l'héritier de son père. Donc c'est une image assez fascinante dans sa composition, dans son graphisme, mais aussi dans sa signification, dans ce qu'elle dit, dans le rapport à la mémoire, dans le fait de poser le pouvoir à travers la photographie. On revient dans une des fonctions essentielles de la photographie, cette fonction topographique de compilation de données qui ont été une obsession dès le 19e siècle. Et on présente des albums très imposants avec justement ces compilations de portraits de gens ou des compilations de paysages. On est vraiment dans ce contexte d'expansion coloniale et donc leur pratique est souvent liée à documenter les populations. La photographie accompagne la colonisation et permet aussi de témoigner de ces prises de pouvoir. On revient là dans cette partie sur la question des limites, surtout la limite éthique, donc avec la question de la photographie dans les conflits, à quoi ça sert de montrer les conflits, qu'est-ce qu'on veut montrer à travers ça. Et surtout, on va terminer avec un album très spécifique qui parle d'un cas très précis de restriction de la photographie dans un territoire du monde, et ça de façon très très tôt. Donc ici, on est à la fin de l'exposition et on a cette dernière œuvre, ce dernier album. Il regroupe plusieurs images qui ont été faites par un journaliste qui s'appelle George Wharton James autour des années 1890. Et en fait, à ce moment-là, aux États-Unis, dans les années 1890, il y avait une cérémonie chez les Hopis qui attisait vraiment la curiosité des étrangers parce qu'il y avait différentes étapes, mais il y avait un moment très spectaculaire. C'était le moment où les danseurs Hopis dansent en tenant des serpents vivants de leur bouche. Donc du coup, ça suscitait la curiosité. Beaucoup de gens voulaient assister à ce rituel et voulaient le photographier. Or, justement, c'est cette intrusion qui a déclenché des réactions de protection des Indiens Hopis et qui finalement a abouti à une première loi d'interdiction. C'est un des premiers lieux dans le monde où il y a eu une législation pour protéger des gens ou des actes ou des cérémonies de la photographie. Donc on a choisi d'ouvrir l'album à deux autres images qui sont intéressantes aussi. Donc on a cette première image où on voit ces 5 personnes, des Indiens qui sont assis sur les marches d'une église. Et le photographe nous raconte qu'il avait envie de faire cette photographie, donc il était en train de discuter avec eux sans leur dire qu'il allait faire une photographie et il a installé son trépied. Et sur la deuxième photographie, on a donc vraiment la suite qui est racontée par le photographe, où il explique que les Indiens se sont levés en entendant le clic de l'appareil photo, mais qu'à ce moment-là, il a continué à faire une deuxième photographie parce qu'il voulait vraiment aussi avoir ce moment-là. Donc c'est un moment vraiment très précis sur qu'est-ce qui se passe quand on fait une photographie. Ça dit beaucoup de choses sur aussi l'attitude du photographe qui dit bien comprend qu'il n'est pas en train de faire quelque chose de très bien, mais qu'il ne peut pas s'empêcher de le faire tellement il a besoin de cette image-là. Qui fait la photographie? Dans quel contexte? Est-ce que ça porte préjudice à quelqu'un ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire de choisir de faire une photographie? Est-ce qu'on a le droit? Et une fois qu'on a fait ces photographies, qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça sert? Sont des questions qui se posent dès le début de la photographie et qui, évidemment, se posent toujours aujourd'hui pour nous aussi. Donc ça permet de terminer l'exposition sur des questions actuelles à travers ces photographies. Parce que ces questions, elles se posaient dès le début.